Yves Panis va nous parler de la colectomie gauche dans les cancers du côlon. La colectomie, en fait. La colectomie, pardon. La colectomie dans les cancers du côlon. Il y a des cancers des deux côtés, en fait. C'est oui, le premier message. Alors, pour M. Braille, juste pour M. Braille. Comment ça marche, ça? C'est l'hôpital Beaujon en 1930. L'histoire du cancer du côlon et de la laparoscopie, vous savez qu'elle a commencé assez tôt en 1991, mais en fait tout a débuté avec, et s'est lancé avec l'essai américain, l'essai COST, publié dans le New England en 2004. Il y avait beaucoup de patients dans cette étude. Vous voyez d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de cancers du côlon droit et que de temps en temps dans les congrès on dit mais le cancer du côlon droit n'a jamais été évalué, ce qui est totalement faux puisqu'il y a beaucoup de cancers du côlon droit ici. Il n'y avait pas de cancer du rectum, je ne parle que des côlons aujourd'hui. Et cet essai qui a fait beaucoup de bruit a montré des bénéfices post-opératoires de confort qui sont depuis démontrés dans toutes les études, mais a surtout montré en bas et à gauche une courbe de survie strictement équivalente. Et je vous épargne stade par stade, mais il y avait aussi, et surtout pour les stades 3 avec atteinte ganglionnaire, exactement le même résultat. Et vous avez à droite la série qui a été mise à jour avec un suivi beaucoup plus long et qui montre clairement qu'il y a exactement le même résultat. Et donc finalement, on pourrait arrêter le topo ici en disant qu'il n'y a plus de discussion. Et cette étude, en fait, elle a lancé la laparoscopie dans le cancer du côlon en France. Vous avez ici une analyse de PMSI qu'on avait faite sur 2006, 2007, 2008, qui montrait que ça montait progressivement. On n'était pas à 100% évidemment, ça montait progressivement depuis cet essai COST. Et la France se positionne d'ailleurs assez bien dans cette pénétration de la célioscopie dans le cancer du côlon. Après cet essai COST, il y a eu moult essais randomisés. Et vous avez ici les résultats des méta-analyses qui là aussi clairement ferment le banc sur la discussion, puisque très clairement, la laparoscopie donne exactement le même résultat oncologique, qui est le endpoint évidemment principal de jugement quand on parle de cancérologie. Et là encore, on devrait arrêter la discussion pour dire qu'il n'y a plus de discussion. Vous avez par exemple aussi très récemment, de plus en plus sortent ces essais randomisés, les résultats à très long terme. Vous avez l'essai classique anglais qui montrait que à 10 ans, il y avait exactement les mêmes résultats à long terme et que donc la messe est dite. Mais la messe est encore plus dite parce que vous avez aussi des bénéfices à long terme qui aujourd'hui sortent de plus en plus dans la littérature. Vous avez par exemple cette étude qui montre qu'il y a de moins en moins d'occlusion sur bride quand on fait une colectomie par laparoscopie qu'une colectomie par laparotomie. Et vous savez la morbidité et la mortalité de ces soucis et le coût pour la société. Et puis la deuxième chose, c'est que Nicolas Demartine parlait de fast track du pancréas et il nous a dit qu'il y avait plein de papiers sur le fast track du côlon. C'est pas vrai, il n'y en a pas sur le rectum et c'est pour ça d'ailleurs il y a un PHRC national colorectal qui est actuellement en cours, qui inclut aussi des rectums. Mais on peut faire de la laparoscopie dans le cancer du côlon et on peut encore améliorer les choses par une prise en charge de réhabilitation précoce. Donc tout ça fait que les affaires sont totalement carrées sur la place. Et on est passé du stade « il ne faut pas faire » au stade « on peut faire », au stade « on doit faire » le cancer du côlon par la laparoscopie. Mais je me suis amusé à voir les chiffres de la PHP de 2012. Ce ne sont que des côlons, il n'y a pas de rectum. Sur les 6 plus gros centres qui font des colectomies à la PHP, j'ai mis juste le nom de Beaujon parce que je n'ai pas voulu mettre les autres évidemment, mais je les connais. Et on voit que je n'ai pris que les centres qui font plus de 150 colectomies par an en 2012. Et vous avez en bas le taux de célioscopie qui passe de 33% à 71% à Beaujon. Et pourtant, tous ces papiers, tout le monde les a lus. Donc ça veut dire que là, il y a encore quand même d'énormes freins dans le développement de cette laparoscopie pour le cancer du côlon. Et donc la première conclusion, ça devrait dire que, oui, on doit le faire, comme je vous ai dit. On doit faire la laparoscopie dans le cancer du côlon, pas parce que c'est moderne, mais c'est parce qu'il y a un meilleur résultat carcinologie, il y a un meilleur résultat post-opératoire, il y a une moindre durée d'hospitalisation. Le seul débat
qui devrait peut-être amener à discussion, c'est est-ce qu'on doit pousser les indications, les sujets très âgés, les sujets à comorbidité, les métastases, le cancer du côlon transverse, qui je vous rappelle est exclu de tous les essais randomisés, et les tumeurs T4. Vous savez que si on attaque d'abord le problème des sujets âgés, on avait montré dans un score de l'AFC que l'âge est un facteur majeur de mortalité après chirurgie du cancer du côlon. Et ça, c'est les recommandations qui ont été présentées en 2013 par le congrès ACHBT-SFCD. Chez le sujet âgé opéré dans le cancer du côlon, la cystoscopie semble diminuer la mortalité. Ce n'est pas d'un enthousiasme forcené, cette conclusion, et c'est dommage parce que ce n'est pas ça la littérature. La littérature, c'est par exemple cette étude du PMSI que on avait faite sur 84 000 patients, et à l'époque on avait publié cette étude, on avait trouvé, alors là c'était tous les facteurs indépendants de mortalité, mais que vous connaissez, c'est-à-dire âge, urgence, métastase synchrone et dénutrition. Mais on avait trouvé que la laparoscopie diminuait la mortalité opératoire. Ça n'avait jamais été montré dans la littérature. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les biais potentiels d'une étude de PMSI? Et finalement, le problème c'est que le PMSI peut montrer beaucoup plus de choses qu'on croit. Et on avait fait une étude d'abord par tranche d'âge. Et si vous notez que on prend les patients de 50 à 79 ans, c'est l'immense majorité des patients, sur 84 000 malades. Dans chaque classe d'âge, il y avait un bénéfice significatif de l'approche par laparoscopie. Mais plus intéressant, si on faisait des case mix et si on prenait par comorbidité, on se rendait compte que si vous avez 1, 2, 3 ou 4 comorbidités, et vous vous rendez compte que si vous avez les populations ici, c'est l'immense majorité des patients, à chaque fois il y a un bénéfice de la laparoscopie. Et donc on avait conclu que pour la première fois, la laparoscopie diminuait la mortalité opératoire. Et finalement, les Américains ont dû lire ce papier, puisqu'ils ont fait exactement la même chose l'année suivante. Et ils se sont retrouvés que, tant en morbidité, mais surtout en mortalité, la laparoscopie diminuait comme facteur indépendant la mortalité opératoire. Et les Anglais, un peu plus après les Américains, ont fait exactement la même chose. Et est sortie en 2013 une étude de population très importante sur ce qui est amusant. C'est exactement la même période qu'on avait faite 2 ans auparavant, et ils trouvent à nouveau que la mortalité opératoire est largement diminuée par l'approche par laparoscopie. Donc aujourd'hui, le deuxième message, c'est qu'il faut dire oui, il faut augmenter notre taux de laparoscopie dans le cancer du côlon. Aujourd'hui en France, on est d'environ 40%. On ne voit pas pourquoi on n'a pas 70 ou 80% aujourd'hui d'approche par laparoscopie. Et ce n'est pas être à la mode de le faire, c'est réduire la mortalité, réduire les douleurs et la durée d'hospitalisation, et très probablement qu'il y ait moins de brides post-opératoires. Deuxième sujet, c'est le sujet âgé. Staff du lundi matin, il a 87 ans, il a un petit cancer du côlon droit, on ne va pas s'embêter à faire une laparoscopie. Qui n'a pas entendu ça dans son staff? On va faire une petite opération par laparoscopie rapide. Erreur funeste si on lit la littérature. Analyse australienne sur une très grosse population de l'impact de l'âge sur les résultats de la laparoscopie. Et bien on se rend compte que la laparoscopie, de manière globale, améliore le résultat et diminue la mortalité. Mais pourquoi elle diminue la mortalité? Surtout chez les patients de plus de 70 ans. C'est-à-dire le bénéfice de la laparoscopie, il est surtout sur les sujets âgés. Deuxième étude de population anglaise, exactement le même étude, mais là ils n'ont pris que des sujets âgés. Voilà le résultat en mortalité opératoire, en analyse univariée, et en analyse multivariée. Chez le sujet âgé, énorme bénéfice de la laparoscopie dans le cancer du côlon. Enfin, il y a une méta-analyse qui est sortie cette année aussi. Je vous épargne les choses, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais il y a des bénéfices en durée d'hospitalisation et surtout dans 2 comorbidités, c'est que des sujets âgés ça. En 2 comorbidités, pulmonaires et cardiaques. C'est-à-dire que oui, il y a un énorme bénéfice à opérer. Ça, c'est les infections de parois aussi, j'ai oublié. Morbidité cardio-respiratoire et infection de parois et durée d'hospitalisation, aussi les 4 bénéfices chez le sujet âgé de faire de la laparoscopie. Et une fois qu'on a dit ça, on dit d'accord. Et en fait, la réalité, ça ne va pas dans la réalité. C'est-à-dire que vous avez cette analyse d'Annals of Surgery qui est sortie cette année aux États-Unis. Vous avez le taux de pénétration de la laparoscopie, si on considère que le groupe de référence, c'est 1. Et bien, si les gens sont âgés,
on fait moins de laparoscopie, alors que bizarrement, on devrait en faire encore plus de laparoscopie chez le sujet âgé. Donc oui, le patient âgé est un meilleur encore client, si j'ose dire, pour faire de la laparoscopie. Deux autres choses aussi qui ont été démontrées comme bénéfices, même s'il y a moins de valeur, c'est le sujet obèse. On avait fait il y a quelques années une étude de célioscopie obèse, non obèse pour la chirurgie du cancer colorectal. Il n'y avait aucune surmorbidité et pour le problème pariétal, évidemment, ça doit être un bénéfice. Et puis il est sorti encore cette année pour les sujets à haut risque. Est-ce que le sujet à haut risque de comorbidité âgé, cardiaque, respiratoire, est-ce que finalement il ne vaut pas mieux faire une petite médiane rapide? La réponse est clairement non, si on croit cette étude de population, puisque là encore, tous les bénéfices de la laparoscopie sont encore augmentés chez les sujets à comorbidité. Donc deuxième conclusion, troisième conclusion intermédiaire, oui, on ne fait pas assez de laparoscopie dans le cancer du côlon. On n'en fait pas assez chez les patients qu'on juge à risque, qu'on juge à tort à risque, c'est-à-dire les patients âgés, les patients obèses, les patients avec comorbidité. Il y a beaucoup de données, peut-être pas l'obèse, mais âgés et comorbidité, beaucoup de données dans la littérature pour montrer que le bénéfice de la célioscopie il persiste et probablement il est majoré chez ces patients à risque. Autre sujet, les métastases synchrones. Il y avait peu d'études dans la littérature. On avait fait une étude avec Jacques Belghiti sur une cinquantaine de patients qui montraient que ça simplifiait les choses si on pouvait faire le foie et le côlon ou le rectum en même temps, sans surmorbidité. Il y a une série récente là, qui a montré qu'on pouvait faire aussi d'une autre équipe, une équipe italienne, avec des très bons résultats des hépatectomies majeures et des exérèses coliques ou rectales. Donc oui, ça règle le problème de la voie d'abord, ça peut être fait. Vous savez qu'il y a un gros débat actuellement aussi qui discute sur la colectomie palliative. Il y a des PHRC en cours. On a appris, moi quand j'étais interne, qu'on ne faisait pas de colectomie palliative, ça veut dire des métastases non résécables. Puis finalement, le débat évolue. On ne sait pas trop si peut-être qu'il y a un bénéfice oncologique à faire ces colectomies palliatives. Et donc il y a des PHRC sur le rectum et sur le côlon en cours en France. Et bien, vous avez un patient bien fatigué de ces métastases. Pour une raison ou une autre, vous décidez de faire une colectomie palliative parce qu'elle est symptomatique, par exemple, et que vous n'avez pas trop le choix. Eh bien, la célioscopie, là encore, je ne parle pas de l'indication de la colectomie, mais là encore, si vous décidez de l'opérer, vous voyez tous les bénéfices post-opératoires qui sont significatifs. Chez un patient qui a une espérance de vie peut-être assez courte, c'est sûrement un bénéfice de le faire sortir rapidement de l'hôpital. Enfin, les cancers T4, vous savez que dans tous les essais randomisés, ils étaient contre-indiqués, et on dit aujourd'hui, beaucoup de gens disent que c'est une contre-indication raisonnable, évidemment, puisque vous savez que le principe de la résection en bloc fait que la célioscopie, quelquefois, est difficile. Simplement, on avait revu notre expérience il y a quelques années qui montrait qu'il y avait d'assez bons résultats, mais il faut être honnête aujourd'hui, il y a très peu de données dans la littérature pour recommander cette approche-là. Et en fait, par contre, sur le cancer du côlon transverse, où je n'avais jamais trop compris pourquoi on contre-indiquait la laparoscopie, moi je crois qu'il faudrait, parce qu'il y a un problème de curage, mais même par laparotomie, on ne sait d'ailleurs pas le curage qu'il faut faire, donc ça je ne vois pas ce que ça change. Et cette étude notamment, qui est récente, montre qu'en fait la laparoscopie donne les mêmes résultats que la laparotomie. Et donc je ne vois pas pourquoi, sauf si c'est une tumeur très volumineuse qui envahit l'estomac et des choses comme ça, pourquoi on contre-indiquerait cette laparoscopie. Donc, avant-dernière conclusion, oui pour la laparoscopie, il y a des métastases synchrones, parce que vous avez une indication de sectoriectomie postérieure difficile et d'un rectum ou d'un côlon gauche. Ben, la voie d'abord va être difficile. Si vous faites votre côlon par laparoscopie, vous laissez le chirurgien hépatobiliaire faire soit par cellio, soit par une sous-costale, vous réglez le problème de la voie d'abord. Ça n'augmente pas la morbidité, c'est notre philosophie un peu à Beaujon. Le cancer du côlon transverse, j'aurais envie de dire oui. Le cancer T4, on ne peut pas le recommander comme ça, tout venant, mais si on a une expérience de la chirurgie laparoscopique colorectale, pourquoi pas, avec deux idées. Les plus faciles sont la paroi abdominale, bien vue au scanner, et le dôme vésical. Les plus difficiles sont, et pour nous c'est impossible, c'est le duodénum sur un cancer du transverse droit. Par exemple, si on n'arrive pas à se promener dans cette région-là de manière très facile. Et les colectomies palliatives, si vous pensez qu'il faut faire une colectomie palliative, la célioscopie c'est un bénéfice. Dernier sujet, cette célioscopie elle progresse, ou elle essaye de progresser, ça c'est des opérations par trocar unique.
il y avait une sorte de littérature review qui était sortie l'année dernière dans le British Journal qui semblait montrer, alors là, Christophe Mariette va bondir, mais c'est pas moi qui ai fait le papier, donc je risque rien. Ils ont osé comparer la morbidité de plusieurs papiers de trocars uniques avec les essais randomisés des groupes céliaux des cancers du côlon. Ils ont dit que c'était plus faible. Bien évidemment, très faible valeur scientifique, mais en tout cas, tous ces papiers ne semblent pas montrer qu'il y a de la surmorbidité en trocars uniques. Donc il y a une piste qui est peut-être intéressante. On avait fait une méta-analyse qui montrait que la morbidité était strictement équivalente alors qu'il y avait une diminution de la durée d'hospitalisation. Et quand on regarde la littérature, il y a 2 microscopiques essais randomisés, 25-25, un essai de Hong Kong qui semble montrer aussi une petite durée d'hospitalisation et moins de douleur, et un essai de 16 versus 16 où il n'y a pas trop de résultats. C'est la raison pour laquelle il y a un PHRC national aussi qu'on coordonne, qui est en train de débuter, qui a débuté il y a quelques jours, pour comparer dans la chirurgie du côlon, moins de trocars et trocars multiples. Donc en conclusion, on peut dire que la laparoscopie dans le cancer du côlon en 2014, ça ne doit pas être un hasard, ça doit être une réelle nécessité. Il y a des bénéfices post-opératoires et à long terme qui sont largement démontrés dans le cancer du côlon, mortalité maintenant, douleur, etc. Il faut faire systématiquement tout cancer du côlon en électif, peut-être pas le T4, on peut discuter. Et là aussi, je rajoute dans cette conclusion le typique antécédent de la laparotomie. Vous avez un cancer du côlon à faire, 2 hernies et une vésicule. Vous dites que le programme va être chargé, enfin je parle à l'hôpital public, hein, je ne parle pas dans des structures qui tournent plus vite. Et bien vous dites, oh là là, je ne vais pas faire le cancer, je vais le faire par la laparotomie rapide, il a déjà une médiane, erreur funeste, puisque les bénéfices persistent chez les patients qui ont des antécédents de la laparotomie. Et je crois, et j'insiste sur les indications jugées à tort comme limites et qu'il ne faut pas faire, le sujet âgé et le sujet à comorbidité, où là, vraiment, vous avez aussi tous ces bénéfices. Je vous remercie. Bien, mais la discussion va être courte, puisque Yves Pénis a abordé tous les problèmes. La réponse est oui, et la laparoscopie pour toutes les questions. On va avoir du mal à en trouver. Moi, T4, peut-être pas T4. Oui, mais c'est une réponse. Oui. C'est pas une question. Ah, pardon. Alors, moi, j'ai une question, mais il aurait peut-être fallu trouver un autre modérateur non pro-laparoscopiste exclusif, si on voulait trouver des questions négatives. Bon, en tout cas, j'ai une question de laparoscopiste. La qualité de la cancérologie, c'est la qualité de l'exérèse. Tu n'as pas parlé du nombre de ganglions, tu n'as pas montré les essais qui ont comparé les exérèses ganglions. À faire de la laparoscopie pour tous, et en particulier pour ceux qui nous posent des problèmes de fatigue, c'est-à-dire les obèses, les gros, les très fragiles, est-ce qu'à faire de la laparoscopie, à se forcer à faire ça chez les gros, on ne risque pas d'altérer la qualité de la chirurgie carcinologique que l'on va faire? Alors, je pense que par la laparotomie, le gros est difficile aussi. Oui, mais on le fait peut-être mieux. Je ne sais pas. On a plus l'habitude. Je ne sais pas. Si tu me poses la question, est-ce qu'une étude randomisée chez l'obèse, je ne sais, il n'y en a pas. Mais moi, ce que j'essaye d'apprendre aux jeunes, c'est que plus vous trouvez des raisons pour ne pas faire une laparoscopie, moins vous aurez fait de cas à la fin de l'année ou 10 ans plus tard. Et je pense que moi, ma philosophie a été toujours d'essayer de faire de la laparoscopie, ce qui m'a permis de multiplier par 5 ou 10 mon expérience. Donc je crois que l'obèse est de toute façon extrêmement compliquée. L'obèse est extrêmement compliquée. Et donc, quand je parle obèse, c'est 40 et supérieur à 40. Et donc la laparoscopie est très difficile aussi, c'est presque du centre expert, si j'ose dire. Là. Mais sinon, je ne crois pas que le critère principal soit la qualité du curage, je crois que le critère principal c'est la survie à 5 ans. Et que dans tous les essais randomisés, la survie à 5 ans est la même. Et s'ils ont été bien faits, ben on peut penser que le curage était bien. C'est dans ce sens-là que je pense que je dirais les choses. Monsieur Malafos, si vous voulez poser une question. Monsieur Malafos. Oui. Micro. D'abord, micro. Mon cher Yves, d'abord je voulais te dire que tu ne changes pas, et heureusement. La deuxième chose, c'est très banal, qu'est-ce que c'est ta définition du sujet âgé? C'est celle de l'OMS, j'imagine, 75. Attendez, il faut que je fasse attention. 99, 100. Non, le sujet âgé dans les papiers de la littérature, c'est souvent 70 et certains papiers 75.
Mais clairement, pour répondre sérieusement, vous avez un patient de 82 ans qui est sous Plavix parce qu'il a un stent, et bien très rapidement, il y a des gens qui diraient on va faire une petite médiane. Je crois qu'on démontre dans la littérature que non, c'est un bénéfice aussi. Voilà. Non, mais c'est pourquoi. Et c'est 70 ou 75 À l'OMS, c'est 75 ans. Oui, tout à fait. Il vaudrait mieux qu'on arrête de faire comme on faisait de longtemps, où on mélangeait les gens de 60 ans. Tout à fait. Et des gens et des vieux. Bernard Berninger. Oui, tu nous as fait l'apologie enthousiaste. C'est vrai que tu ne changes pas et j'ai ma fausse à dire heureusement. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement, enfin tu ne changes pas. Il faut bien en matière de cancer, ce qui compte, c'est le bien-être post-op immédiat, c'est une chose, c'est surtout ce qui se passe 5 ans après. Bon, tu nous as montré sur les séries, les études randomisées, rétrospectives, que c'était à peu près pareil en ouvert. Maintenant, dans le cancer du rectum, un facteur pronostic essentiel, c'est le chirurgien. Alors j'aimerais bien avoir tes commentaires en matière de cancer du côlon en cystoscopie. Autrement dit, toutes les données que tu nous as données là, c'est fait par des experts, en particulier dans les essais prospectifs. Il y a 40 000 cancers colorectaux nouveaux en France chaque année. Dans l'ensemble de la population, est-ce que tu gardes les mêmes conclusions qu'il faut opérer la plupart des cancers du côlon en cystoscopie? Est-ce que tous les chirurgiens savent le faire? C'est pas une honte de poser la question, c'est pas une honte de répondre. Alors je ne parle pas du rectum pour le volume, puisque je pense qu'Éric pourra répondre. Je dis simplement qu'on va faire une colectomie droite, qui est une opération assez facile, on dirait comme ça, assez facile. Philippe Quirk a fait une analyse anglaise sur des pièces de colectomie droite, il y en a 30% où on voit la musculeuse du côlon, 30% où il y a un curage de moins de 12 ganglions et 30% où le curage est satisfaisant, et je précise, tous en laparotomie. Donc ça veut dire que j'ai peur qu'on rediscute d'un sujet, de dire on a le droit de tuer des DPC et des estomacs en faisant n'importe quoi par laparotomie, mais attention en CDO, faites très attention, il faut que vous soyez formés. Et je crois que ce débat, aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'existe plus parce que les centres doivent former à la laparoscopie, mais pourquoi se pose-t-on la question pour la cystoscopie? On devrait se poser la question pour la chirurgie. Et il y a des gens qui, même dans des congrès internationaux en direct, j'ai vu des résections iléocécales pour cancer du côlon droit. Et en coupant au milieu de l'iléocéco. Je crois que la qualité de la chirurgie, elle est indépendante de l'approche. Voilà, je crois qu'il faut bien opérer, faire des bons curages. Et le volume dans le côlon, pour répondre à ta question plus précisément, semble-t-il, n'a moins été montré que dans le rectum, mais le papier de Quirk, par exemple, il dit clairement, dans le papier de Quirk et de Hollenberger, il y a une influence du volume. Donc il faut du volume pour faire toute la chirurgie du cancer du côlon. Une question un peu subsidiaire. Est-ce que la chirurgie colique est adaptée ou adaptable en cystoscopie pour l'ambulatoire? Alors moi, les seuls malades qui sont morts, qui sont restés 15 jours, ils sont morts en fait. Mais je sais pas, je peux pas répondre à la question. Je crois que la chirurgie colorectale de cancer, pour l'instant, n'a pas atteint cette chose-là, parce que je sais pas quelle est. Je trouve que l'inconfort des patients est moins bon à J2 qu'à J1 déjà. Et que ça gonfle les affaires, et que le malade à J1 il dit professeur, qu'est-ce que vous êtes fort, bravo, puis à J2 il dit vous êtes moins fort soudainement. Donc je crois que je sais pas, peut-être que ça arrivera un jour, mais alors avec des structures de contrôle en dehors de l'hôpital, des choses très compliquées, des hôtels avec des infirmières, mais là comme ça tout de suite j'aurais tendance à dire non. Moi je voudrais féliciter Hispanis pour la qualité de son exposé, pour son enthousiasme, mais aussi pour l'utilisation du PMSI. Ça lui a permis d'avoir une série considérable, avec les données de sécurité sociale qui sont absolument sous-utilisées. J'ai appris ça pendant mon passage à l'ESAS, c'est que c'est totalement sous-utilisé, il faut forcer la porte. Mais si on force la porte, on obtient, et je crois qu'il faudrait développer ce genre mais dans la salle, il y a des gens qui développent ça, et j'ai donné une adresse notamment à Christophe Mariette qui s'est lancé là-dedans aussi, parce que il faut des professionnels. Et il se trouve que tous les labos pharmaceutiques achètent, il y a des gens privés qui achètent le PMSI. Vous savez que vous pouvez acheter le PMSI, c'est 3 ou 5 000 euros par an.
Et pour les laboratoires, ils font des enquêtes de population, de régions, d'hôpitaux. Et donc, ils ont ces databases. Et le gars est venu me voir un jour en me disant je peux vous sortir tous les cancers du côlon, ça vous intéresse? Je peux vous dire que j'ai dit tout, il reste ici. Et en fait, on travaille ensemble depuis longtemps. Maintenant, Christophe travaille avec lui sur les cancers upper GI. Olivier Farge s'est lancé aussi dans les hépatectomies. C'est une mine. Hein. Il faut savoir que c'est une mine, le PMSI. Une vraie mine. Une mine à papier, d'ailleurs. Mais c'est une mine. Voilà. En tout cas, on était les premiers montrés sur la mortalité. Et les Américains et les Anglais ont fait pareil. Je voudrais dire un mot, c'est que l'argument qui me semble majeur concernant l'augmentation de l'indication de la laparoscopie, c'est que c'est la situation idéale pour augmenter encore les techniques de réhabilitation rapide. Oui. Quand on fait les deux, c'est-à-dire en laparotomie et en laparoscopie, certains disent oui, mais c'est pareil, on fait de la réhabilitation rapide, le malade ouvert, c'est la même chose, il est debout, il n'a pas de bras, il n'a pas de sang, il n'a pas de rien du tout, il mange le lendemain, et il récupère beaucoup moins bien que la malade laparoscopie. La FATRIA l'a montré, j'espère qu'on va le montrer en voilà, France. Dans toutes les études qui vont venir, on va sortir des différences beaucoup plus importantes parce qu'on aura fait de la réhabilitation rapide. Tout à fait. Mais si on regarde en arrière, la laparoscopie pour le côlon s'est développée moins vite que pour la vésicule. Oui. Et on a l'impression que ce concept a été plombé par quelques cas qui ont été publiés d'ensemencement sur les orifices de trocar et qui n'ont pas été démontrés sur des séries importantes. Il n'y a pas eu d'impact scientifique de ça, il n'y a pas eu d'évaluation scientifique de cet ensemencement. Il a été plombé par différentes choses, mais il a été plombé par ces récits de trocar, et puis il a été aussi plombé par des avis définitifs. Et certains avis définitifs n'ont pas aidé la laparoscopie en France, je ne citerai personne. Et parce que je pense que les essais randomisés sont tous allés dans le même sens, vous êtes d'accord? Donc je pense qu'il y a une inertie, c'est normal qu'il y ait une inertie. Moi je sais que j'ai, depuis 2 ans ou 3 ans, décidé d'enlever des sondes gastriques quand on fait des gastrectomies totales, je le dois aussi toujours au célèbre Mariette, mais il y a une inertie dans cette affaire-là, et comme on avait présenté à la SFCD le drainage dans la chirurgie colique, on avait dit, je me souviens, j'avais présenté ça il y a longtemps, il ne faut pas mettre de drain 30 dans un côlon droit par la paro, vous imaginez la révolution, et ben on me jetait des tomates. Hein. Donc je veux dire, il y a une inertie de cette affaire-là, mais la laparoscopie a souffert en France d'avis définitifs négatifs. Mais on a rattrapé le retard et donc tout va bien. Bien, on va passer à la suite, sinon on va finir par la Merci beaucoup.